switching now to our last speaker, Mr. Hadir Kumakpai, Sales Director, Africa of GE Solar. Happy to welcome you, Mr. Hadir. Hey, hi, Faris. Hi, everyone. Hi, Hadir. I'm happy to give you the word. Thank you. Comme tout le monde le fait en français, je le ferai aussi en français. Je crois que ça serait plus facile parce que la majorité de l'audience est en français. Donc, bon, je profite pour remercier déjà Euroconventional pour les super événements organisés en Afrique. Et c'est un plaisir d'être une fois encore avec vous. Je profite pour saluer l'audience et aussi les copanélistes. Mon nom, c'est Hadir, comme tu l'as dit, directeur Afrique GE Solar. Et ce qui est un peu difficile, c'est que l'Afrique en général a été toujours vantée en termes de ressources naturelles, de ressources solaires, mais toujours nous peinons beaucoup à suivre les pas des grands pays géants de l'industrie du solaire. Next slide, please. Donc, de 2009 à 2019, vous pouvez remarquer la courbe d'installation de 23 gigawatts à 627 gigawatts, qui montre clairement que l'industrie du solaire aujourd'hui n'a plus rien à prouver en termes de ses avantages et en termes de mix énergétique. Et les top 5 aujourd'hui, c'est la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Inde. Et en 2020, l'estimation est de 115 gigawatts installés, en 2020 uniquement. Et l'année prochaine, en 2021, nous estimons un total d'environ de 145 gigawatts. Next slide. À savoir que la prévision de 2020 est de 1,5 gigawatts pour l'Afrique. Donc, environ, on parle de 1,3% de la puissance globale installée, très faible d'ailleurs. Et en 2021, nous nous attendons à 4,4 gigawatts en Afrique, avec le Maghreb qui représente environ un quart du volume total de l'Afrique. C'est important de noter qu'au Maghreb, nous avons que l'Égypte qui présente quand même une croissance durable en termes d'installations solaires. Et en regardant le tableau des installations, vous pouvez voir de 2017 à 2020, l'Égypte qui est présent. Et à partir, parmi les top 5, et à partir de 2018, vous avez le Maroc qui apparaît et s'installe à côté de l'Égypte et disparaît en 2019 pour céder sa place à la Tunisie, qui, lui, ensuite disparaît pour céder sa place au Maroc. Bon, next slide. Donc, en fait, cette durabilité des pays du Maghreb est due à beaucoup de causes, dont principalement des politiques intérieures et des conditions qui se retrouvent un peu partout en Afrique et ailleurs, et ont tendance à parfois freiner un peu le développement de l'industrie. Très souvent, vous avez des conflits entre les compagnies étatiques et les opérateurs indépendants. C'est très souvent compliqué quand vous voyez l'arbitre qui devient joueur. Les règles du jeu changent et a tendance à rendre la tâche très difficile aux acteurs privés, et ce qui affecte énormément la réalisation des projets. Vous avez aussi la non-disponibilité des mécanismes d'accompagnement, pas de subventions, pas de baisse de fiscalité, et pas trop d'accompagnement technique et de facilité bureaucratique permettant aux promoteurs de projets d'avancer rapidement dans la procédure d'implémentation. Au contraire, nous remarquons des mesures qui affectent la rentabilité du solaire, mettant en difficulté une grande partie des acteurs du domaine essayant de favoriser, bon, je ne vais pas dire une minorité, mais quand même une minorité. Et je me permets de plaider aussi pour les acteurs de la Tunisie, bien que je suis ici, parce qu'ils n'ont pas pu quand même recevoir l'approbation et l'annulation des réductions de taxes sur l'importation des panneaux, et cela reste toujours à 20%. Bon, une question assez importante est de savoir si les États d'Afrique veulent ou pas de l'énergie à des coûts assez réduits pour développer les autres industries qui en dépendent tous d'ailleurs, et qui restent assez vitales pour la croissance économique du pays. Next slide. En considérant les investissements avec des contrats de pied de verre avec 5 ans, selon les pays, on ne peut ne pas considérer les nouvelles innovations technologiques. De 2009 à 2020, vous pouvez voir la courbe d'évolution des performances de 290 watts à aujourd'hui. Nous parlons du puissant qui atteint approximativement les 600 watts. Tant qu'à JA, nous sommes un des promoteurs de toutes les top technologies du marché, et que cela soit le half cells avec la possibilité de répondre facilement à des pertes engendrées par l'ombre ou la température, le multi-bus bar round robin,
qui permet l'augmentation des productions énergétiques. Le bifacial qui permet un surplus de production de 3 à 40% selon les cas, avec des meilleures réactions pour les températures fortes et les températures basses. Next slide. En cette année uniquement, GIA Solar a lancé de nouveaux produits, le M6 et le M10, et cela nous a permis d'atteindre environ 640 en 112 cellules et 600 watts, un peu moins de 600 watts en 118 cellules. Et en plus de cela, nous sommes la première, la compagnie, si je me trompe, à produire depuis 2019 les panneaux avec du gallium dope où nous avons le IP rights. Et ceci nous permet d'offrir des dégradations de moins de 2% pour la première année, comparativement à 3%, et annuellement 0,55% et 0,45% respectivement pour le monofacial et le bifacial. C'est important de notifier que GIA a inventé quand même 111 patentes et est propriétaire de 816 patentes de recherche et de développement. Next slide. Chacun de nos produits sont mis sur le marché après une vérification des tests régulières et une étude quand même de qualité assez approfondie permettant de réduire tout risque, garantir la résistance et assurer aux clients une performance de première classe. Et nous ne faisons pas des ventes aux clients pour des tests aléatoires des produits. Donc, très souvent, quand nous, pour préciser, très souvent, quand nous mettons un produit sur le marché, c'est que nous garantissons toutes ces performances. Next slide. C'est vital de comprendre que l'économie d'échelle est importante dans la réduction des prix des panneaux. Et pour GIA, l'année prochaine, nous pensons finir avec 32 gigawatts de production annuelle. Et aujourd'hui, avec 12 usines de production, nous avons eu 9% de la part de marché en 2019. Et nous sommes classés numéro 2 en termes de déploiement de panneaux en 2018 et en 2019, avec une estimation pour atteindre 12% de part de marché en 2020. Et aujourd'hui, nous sommes environ à 22 000 employés. Next slide. Nous croyons fortement à la transition énergétique du Maghreb. Et le Maghreb aura besoin en majorité du solaire, nous le croyons fortement. Et cela serait important de considérer la réduction des coûts de production énergétique, d'assurer aux entreprises un accès énergétique favorable pour la promotion et pour promouvoir différents secteurs assez vitaux comme l'agriculture, l'élevage, les hôpitaux, les usines de transformation, les mines. Et notre produit aujourd'hui que nous lançons le plus, c'est Deep Blue 3, qui a déjà quand même reçu une forte demande sur l'Afrique et a été exporté en Afrique au Maghreb en novembre de cette année. Et l'année prochaine, nous avons une estimation de vente d'environ 14 gigawatts uniquement pour ce produit et avec d'autres portefeuilles de produits que nous y ajoutons. C'est aussi important de savoir qu'aujourd'hui, nous avons déjà environ approximativement 80 mégawatts de commandes pour l'année prochaine pour l'Afrique et nous croyons que nous pouvons mieux faire et cela va forcément bénéficier à chaque pays. Next slide. Pour finir, personnellement, je crois que le Maghreb à elle seule a des atouts pour créer un environnement assez durable pour l'évolution de l'énergie solaire et une transformation de l'industrie en Afrique. On doit passer maintenant du mégawatt au gigawatt scale. Se positionner dans la même dynamique que les pays comme la Chine, l'Europe, l'Inde serait très important pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adir. C'était très complet encore une fois. Merci à tous les speakers dans le cadre de ce panel pour toutes les présentations qui étaient très riches et très complètes. Donc, ce qu'on vous propose pour l'instant, c'est moi j'ai quelques questions à poser aux panélistes. Et du coup, je vais poser les deux ou trois questions à chaque speaker. Je lui laisserai ensuite la possibilité de répondre à ces questions. Ensuite, on passera sur la partie Q&A. Pour l'instant, on a trois questions que je vous poserai à la suite.